Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire, comme je vous le disais. Donc un webinaire sur la question des rémunérations, du pouvoir d'achat et de l'inflation. Dans un premier temps, on va justement vous présenter les arguments qui vont plaider en faveur des augmentations de salaire. On vous présentera aussi des résultats d'analyse d'accords qui ont eu lieu cette année, qui ont été signés cette année, sur lesquels il y a des choses tout à fait intéressantes à raconter. Et on finira par une partie sur quelques conseils sur ce qui pourrait faire l'objet du déroulé de la négociation ou du contenu des négociations qui, justement, ressortent de nos expériences, de nos accompagnements ou d'ailleurs des analyses qu'on a pu faire. Et je vais donc partager avec vous le support de la présentation. Hop. Et voilà, normalement, vous avez le support devant la page. Et je vais laisser la parole à Elsa pour débuter. Oui. Merci, bonjour à tous et un grand plaisir de vous retrouver pour parler de ce sujet qui est crucial pour vous en ce moment avec cette situation inédite parce qu'on a connu ça mais il y a 40 ans, donc voilà, c'est quand même très très nouveau pour tout le monde et voilà, il faut vraiment, c'est un sujet qu'il faut vraiment travailler, donc on est là pour vous accompagner. Alors attends, je suis censée pouvoir passer. Ah, c'est bon. Donc, dans la première partie, pardon, c'est allé un peu trop vite, voilà. Dans la première partie, on va vous présenter un peu le contexte justement économique et financier. Donc, Julien aille plus vraiment sur l'accompagnement à la négociation dans vos entreprises. Mais c'est important quand même d'avoir une vision globale un peu, on va dire, macroéconomique pour avoir aussi des arguments et notamment parce que nous, on s'aperçoit quand même que parfois les directions usent d'arguments un petit peu, on va dire, fallacieux dans le contexte des négociations sur les enjeux macroéconomiques. Donc, c'est important de recadrer les choses. Je ne sais pas pourquoi la présentation avance toute seule. Voilà. Donc, pour recadrer un peu les choses, juste vous mettre la courbe de l'inflation sur les dernières années pour vous montrer à quel point elle a fortement augmenté à partir de 2021, mais aussi vous replonger un petit peu en arrière. 2020, mars 2020, voilà, je ne vous refais pas le scénario, mais on était tous fermés, etc. Donc, un grand choc, en fait, de la demande. Hein. Les gens ne pouvaient plus consommer, ne consommaient plus. Donc, du coup, c'est la loi du marché. Hein. Il y a moins de demandes, donc il y a trop d'offres, donc les prix baissent. Donc, en fait, la première réaction, le début de la crise, ça a été une très forte, une baisse des prix. Et ça, c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête, parce que ce qu'il faut savoir, c'est notamment sur le pétrole, etc. En fait, il y avait beaucoup trop de production puisque les gens ne prenaient plus leur voiture, etc. Et il y a des entreprises qui ont négocié à ce moment-là des contrats, notamment sur l'énergie, etc., avec des prix très bas et qui ont augmenté leur marge. Donc, il y a des entreprises qui en ont quand même profité à ce moment-là pour augmenter leur taux de marge et de profit. Quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Et puis ensuite, on sort de cette période bizarre, on va dire, des confinements successifs. Et là, les producteurs, notamment de pétrole, mais d'énergie, etc., plus tous les flux internationaux n'étaient plus en ordre de marche pour assurer autant de demandes et les gens, on est sorti du confinement, tout le monde a beaucoup consommé, donc là c'est le choc inverse, beaucoup de demandes, une explosion de la demande et l'offre qui n'est pas revenue au niveau actuel. Sur ça, la crise la guerre en Ukraine, bien sûr, qui a eu des impacts très importants sur l'énergie, plus la crise climatique avec les sécheresses, etc., qui ont eu des impacts sur la production en termes agricoles. Et donc, vous voyez la courbe qui augmente à partir de la mi-2021 qui ne cesse d'augmenter. Donc, quand on parle d'inflation, la courbe que vous avez en bleu, ça va être l'évolution, c'est celle-là quand on parle d'inflation qu'on regarde, c'est-à-dire aujourd'hui, à octobre 2022, les prix en moyenne ont augmenté de plus de 6% par rapport à octobre 2021. C'est l'inflation annuelle, glissante annuelle.
ce mois-ci par rapport au même mois d'il y a un an, je regarde l'évolution. Après, les petits barres en vert clair, ça va être l'augmentation annuelle d'un mois sur l'autre. C'est aussi intéressant à regarder. Et puis, parfois, on parle de l'évolution moyenne annuelle. Là, on va calculer la moyenne de l'inflation sur l'année. Donc, du coup, sur 2021, ça a eu tendance à tirer le chiffre vers le bas puisque sur la moitié de l'année, il n'y avait pas une grosse inflation, ça est monté qu'à la fin de l'année. Et ça, c'est important aussi parce que moi, j'ai vu des directions qui se servaient de ce chiffre-là, en fait, qui était du coup minoré en 2021 pour les augmentations. Donc voilà, pour avoir un peu le spectre global, ce qui est important quand même de dire, c'est que du coup, c'est des chocs externes. Hein. On a parlé des produits agricoles, on a parlé de l'énergie, etc. Voilà, c'est des chocs quand même sur l'économie qui sont d'ordre externe. La dernière chose, c'est que donc l'inflation est une moyenne. C'est une moyenne de consommation, mais ça va dépendre du panier de consommation de chacun. Donc, on n'est pas tous égaux face à l'inflation. Si notre consommation est très liée à l'énergie, si je fais 50 km tous les jours pour aller travailler, si j'ai une maison mal isolée et que je dois beaucoup me chauffer, je serai beaucoup plus vulnérable à l'inflation. On va y revenir juste après aussi avec les prix des denrées alimentaire. Mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête parce que quand une direction dit ne fait pas des augmentations à la hauteur de l'inflation, en fait, pour certains, l'écart va être bien plus important entre la hausse de leur salaire qui sera moindre et leur inflation réelle à eux, ressentie, qui sera peut-être supérieure à 6%. Alors, j'ai un peu du mal à passer les pages. Voilà. Oui, alors ça c'est pour vous dire que les prix, contrairement à ce que parfois on peut aussi entendre de certaines directions, il y a quand même tous les économistes qui s'accordent à dire que cette inflation elle est durable, c'est-à-dire qu'on va connaître encore une période de hausse des prix à minima sur le moyen terme, 2023-2024. Alors, c'est vrai que les prévisions, elles ont toujours tendance, et je regardais encore les prévisions qui avaient été faites en début de l'année 2022, on nous disait non, mais c'est juste le choc de la guerre en Ukraine, ça va rebaisser, etc. Bon, voilà, on a toujours, les prévisionnistes ont toujours tendance, officielle, on va dire, de la BCE, etc., ont toujours tendance à minimiser. Mais même eux, voilà, tablent sur des inflations qui vont être autour de 3 à 4% en 2023-2024. Donc, c'est une inflation qui est là pour durer. Et ça, c'est aussi important à avoir en tête pour dire que c'est vraiment, ce qu'il faut, c'est des augmentations qui sont pérennes puisque les prix vont continuer d'augmenter. Donc, une prime ne peut pas aller... on va dire, ne peut pas être une réponse sur une inflation qui va continuer à perdurer. Et tous les signes qu'on a, hein, c'est du coup les tensions géopolitiques, on va dire, sur l'énergie, bon, on ne voit pas vraiment une issue, on va dire, relativement rapide là-dessus. Sur malheureusement les denrées agricoles, voilà, le réchauffement climatique, voilà, c'est la COP27 et on sait tous que le réchauffement climatique ne va pas aller non plus en s'améliorant, donc les sécheresses, etc. Il y aura encore des tensions sur les produits agricoles qui font augmenter les prix. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, qui est très peu commenté en général dans les journaux, c'est les prix de production de l'industrie. C'est combien l'industrie, elle, a acheté ses matières premières, ses intrants, et donc elle n'a pas encore forcément répercuté en entier, mais qui vont ensuite, ces hausses de prix-là, de coûts, qui peuvent se répercuter ensuite sur l'économie, on va dire, réelle et les prix de vente. Et ça, c'est des niveaux qui sont vraiment très, très impressionnants et bien plus forts que l'inflation. Donc ça aussi, ça a tendance à aller vers une inflation qui va vraiment perdurer, hein, puisqu'on était à quasiment plus 30% des prix de production en août 2022. Juste un petit point pour vous montrer, illustrer le fait qu'on n'est pas tous égaux devant l'inflation avec les prix dans la grande distribution. Plus vous avez un revenu qui est faible,
bien sûr, plus la part du revenu que vous consacrez à votre budget alimentation qui est nécessaire, hein, bien sûr, va être important en termes de pourcentage. Donc, plus les prix alimentaires vont augmenter, plus vous allez être concerné par l'inflation. Et là, dans dans l'inflation actuelle qui est à 6%, en fait, les produits alimentaires expliquent une partie importante quand même de cette inflation, avec une hausse, les derniers chiffres, c'est 10% en septembre de hausse des prix alimentaire dans la grande distribution. Donc, c'est bien plus important que l'inflation. Et donc, ça montre l'inégalité en fait qu'on a devant l'inflation avec les petits revenus qui sont particulièrement touchés. On vous a mis voilà, l'exemple d'un panier, on va dire moyen, avec 38 produits. C'était une petite étude qu'avait fait Le Monde, qui a pris du coup 12%. Hein. On payait il y a un an 100 euros. Aujourd'hui, ça va être 115 euros. Donc, vous voyez que ce n'est pas des chiffres qui sont négligeables sur des revenus qui sont faibles. Et du coup, voilà, l'impact est quand même important. J'ai regardé aussi récemment les volumes de vente de la grande distribution. En fait, quand on regarde le chiffre d'affaires de la grande distribution, il reste stable parce qu'en fait, les volumes baissent. Et donc, la hausse des prix compense. Donc, les distributeurs touchent autant, ont le même chiffre d'affaires qu'avant, mais avec des volumes bien moindres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, concrètement, les gens se serrent la ceinture, achètent moins des produits dans la grande distribution. Ils réagissent en fait à ces augmentations de prix. Et bien sûr, plus on va sur des produits chers, la viande, le fromage, etc. Et plus il y a des baisses de volume qui peuvent aller jusqu'à des 15%, des 20% de volume en moins sur des produits, on va dire, onéreux. Donc ça aussi, ça illustre quand même déjà la difficulté dans laquelle se trouve un certain nombre de personnes du fait de ces hausses de prix. Ah, mince. Et, pardon, j'ai un peu de mal avec les... Et donc, pour le montrer concrètement, cet impact sur les salaires, il y a une étude de la DARES qui est très intéressante, qui a été faite très récemment et qui montre vraiment la baisse du salaire moyen de base. Alors, le salaire moyen de base, c'est quoi? C'est vraiment le salaire hors prime, hors heures sup, heures majorées, etc. Le salaire qui est sur votre contrat de travail et le salaire moyen réel, donc, ou en euros constants, comme c'est écrit ici, ça veut dire il prend en compte l'inflation. Si mon salaire il reste le même, mais qu'il y ait l'inflation à 6%, je perds 6%. Donc, il y a quand même eu des hausses, bien sûr, de salaire, heureusement. Donc, le salaire moyen n'a pas baissé de 6%. Et vous voyez que les augmentations n'ont pas été dans la même mesure que l'inflation et que du coup, on est vers des baisses qui sont conséquentes. Vous avez les chiffres par secteur d'activité et par catégorie professionnelle. Et donc, vous voyez que dès le début 2021, en fait, il y a des baisses de salaire. Et au final, si on se reporte à l'avant-crise, on va dire 2019, on est en moyenne sur des 3% de baisse de salaire réel, encore une fois. Alors, il y a des effets en trompe-l'œil, parce qu'il y a eu les primes Macron, etc. Mais voilà, c'est aussi pour dire que c'est important de regarder le salaire moyen de base et pas tous ces effets de primes qui vont annuler l'effet de l'inflation, on va dire qu'ils vont compenser, mais qui ne sont pas pérennes. Puisque derrière, le salaire moyen, lui, continue de décroître s'il n'y a rien qui est fait au niveau du salaire moyen. Donc ça, c'est quand même important d'avoir ces données-là en tête. Voilà. Ce qu'il faut aussi avoir en tête sur la période longue. Ah mince, mais... Ouais. Sur la période longue, c'est que, comme je vous disais, début 2020,
il y a eu des entreprises qui ont profité de la baisse momentanée, on va dire, des prix pour augmenter la marge. Ensuite, il y a eu quand même tout un tas de dispositifs, on va dire, hein, le quoi qu'il en coûte. C'est surtout pour les entreprises, avec des dispositifs importants d'aide aux entreprises. Et au final, vous le savez, les taux de profit n'ont jamais été aussi élevés, notamment dans les entreprises du CAC 40, que sur 2021. Mais il n'y a pas eu beaucoup de contreparties. Donc ça, c'est aussi à re-questionner, à refaire l'historique des 3 dernières années, ce qui a été consenti par les salariés, ce que les actionnaires, eux, ont obtenu, si vous êtes dans une entreprise avec des actionnaires, et tout ce que les salariés ont consenti, parce que l'activité partielle, bah, c'est quand même une perte de pouvoir d'achat si ce n'était pas compensé, mais il y a eu aussi des pertes d'heures supplémentaires, d'heures majorées, il y a eu des pertes de primes, voilà, il y a eu des entreprises où on a dit bah, 2020 il y a la crise, bah, on ne fait pas de NAO, on ne fait pas d'augmentation, on ne fait pas de primes, etc. Donc, il y a eu tout ça qui a été consenti comme effort et il serait de bon ton voilà, de le remettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Hop, ça. Alors, mais c'est un petit peu pénible. Voilà. Donc, et pareil, hein, pour vous remettre un peu dans une perspective de long terme, c'est vrai que le pouvoir d'achat, enfin, le partage de la valeur ajoutée, si on regarde sur les 30 dernières années de notre économie libérale, on voit qu'il y a quand même une perte de la part qui est redistribuée au travail par rapport à celle qui est redistribuée aux actionnaires. Ça va vers des creusements d'inégalités, etc. Et ça aussi, c'est bien de l'avoir en tête, hein, pour dire qu'il y a eu une sorte de décrochage, hein, de la part travail dans la distribution de la valeur ajoutée sur ces 30 dernières années, et au contraire, une augmentation des revenus du capital. Aujourd'hui, on arrive à un point où les gens, avec l'inflation, peuvent vraiment souffrir de ce décrochage du pouvoir d'achat. Ça aussi, c'est important de le remettre sur la table et de remettre en perspective, hein, peut-être les seuls résultats de cette année, de remettre tout ça en perspective sur un temps un petit peu plus long. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, hein, par rapport vraiment à prendre de la hauteur, on va dire, économique sur votre entreprise, ça va être 2 choses. Ça va être de ramener, donc sur un temps un peu plus long, qu'est-ce qui s'est passé dans votre entreprise en 2020, 2021. Il y a peut-être eu des marges importantes avec le quoi qu'il en coûte pour les entreprises. Il y a peut-être eu des marges importantes qui ont été redistribuées aux actionnaires. Enfin, vraiment se pencher sur tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Quel a été le partage de la valeur dans ces temps un petit peu, on va dire, mouvementés dans votre entreprise entre les salariés et les actionnaires, hein, pour que tout ne se passe pas toujours au détriment des salariés. Et puis aller après regarder vraiment les comptes aujourd'hui de votre entreprise, puisque selon les secteurs d'activité, alors là on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais nous on a fait une typologie des entreprises et on peut vous aider dans votre entreprise pour savoir si elle est plus ou moins vulnérable à la crise, à l'inflation, puisque selon les secteurs d'activité, il y a des entreprises qui peuvent même être gagnantes, qui peuvent être bénéficiaires, hein, bien sûr, toutes les entreprises de l'énergie, mais pas seulement, les entreprises qui ont un pouvoir pour répercuter les prix, les augmentations de coûts sur les prix de vente et même plus, et d'augmenter leur marge en temps d'inflation, on en voit aujourd'hui. Donc, il est vraiment important de regarder vraiment la situation de votre entreprise pour ne pas se laisser prendre juste dans le discours qui augmente, les coûts augmentent, certes, mais si en fait il y a des répercussions sur les prix de vente, ça n'empêche pas une entreprise de pouvoir être bénéficiaire. Donc voilà, vraiment ces 2 aspects, regarder les comptes et la vulnérabilité face à l'inflation d'une part, et d'autre part, resituer l'entreprise dans le temps long, et notamment sur ces 3 dernières années de ce qui s'est passé en termes de partage de la valeur ajoutée. Et je te laisse oui. prendre le contrôle si tu arrives mieux que moi.
Après cette première partie, ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement ensemble des retours d'expérience qu'on a fait à travers l'analyse de procès-verbaux de négociations qui ont eu lieu en l'année 2022. On est parti de 63 procès-verbaux de négociations qu'on a collectés auprès d'équipes syndicales avec lesquelles on a pu travailler dans le cadre d'accompagnement ou avec lesquelles on travaille, ce qui nous permet d'être au plus proche du terrain. Et d'abord, le premier, c'est qu'on voit que sur les 63 procès-verbaux, 58 sont des accords qui ont fini par être signés. Ça permet d'avoir une approche un peu différenciante aussi de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut retrouver assez régulièrement des points de repère sur les contenus, notamment quantitatifs, des négociations salariales. Là, l'objectif de cette petite présentation-là, c'est d'essayer d'appréhender l'ensemble des champs qui ont été abordés dans le cadre des négociations pour justement vous aider à trouver peut-être de nouvelles idées ou à renforcer vos arguments quand vous souhaitez porter ce type de proposition. Alors, quand on regarde nos 63 accords, il y a un premier élément qui saute aux yeux, c'est que 90% de ces accords intègrent des augmentations générales. Alors ça, c'est un phénomène qui est donc extrêmement important, mais qui est à mettre en lien directement avec la question de la forte inflation. On l'a vu par le passé, on était plutôt sur des tendances à individualiser les augmentations de salaire avec des enveloppes d'augmentation individuelles. Là, on se rend compte cette année qu'une très large majorité des accords ont mis en place des augmentations générales, valables pour tous, des augmentations collectives qui ciblent une partie du personnel. Ça, c'est un élément important, mais on va voir que la question de l'individualisation des salaires, elle n'est pas abandonnée pour autant. Si on regarde comment sont réparties ces enveloppes, on voit qu'on est très majoritairement à 80% sur des enveloppes avec des pourcentages d'augmentation de salaire, donc tout le monde n'aura pas la même augmentation, et vous avez encore 20% de ces accords qui ont pris une augmentation en valeur, c'est-à-dire une somme d'argent attribuée à chacun, une somme d'argent équivalente. Dans tous les accords qu'on a pu analyser, il y a à peu près un tiers des accords qui ont mis en place des mesures planchers. Donc, c'est des mesures qui s'appliquent à tous les salariés, qui garantissent une augmentation minimale en moyenne de 53 € par an, sachant qu'après, les salaires peuvent augmenter plus fortement selon d'autres critères. Mais voilà, ça, c'était intéressant parce que c'est vraiment typiquement une mesure qui va notamment permettre de protéger les salariés les plus fragiles, les plus bas salaires dans l'entreprise. Et inversement pas du tout d'ailleurs, mais à côté de ça plutôt, on a aussi environ 1/5 des accords, donc 20% des accords, qui ont mis en place des systèmes de mesures dégressives qui, vous voyez un petit peu sur l'illustration graphique, permettent d'avoir des augmentations plus importantes sur souvent les catégories de salaires les plus basses. Ça a un intérêt puisque quelqu'un a cliqué. Ça a un intérêt puisque en fait, ça permet de protéger les plus bas salaires tout en restant dans des enveloppes constantes. Si l'enjeu est de ne pas faire grossir les enveloppes globales d'augmentation de salaire, ça peut être une manière de protéger ou de favoriser plus fortement les bas salaires. Alors, les augmentations générales, pour commencer sur cette thématique-là, globalement, ce qu'on a pu constater, nous, c'est qu'on est sur des enveloppes entre 2 et 2,5% distribuées sur toute l'année, donc qui intègrent aussi le premier trimestre avec des niveaux d'inflation moins élevés. Mais d'abord, ce n'est pas la seule enveloppe qui va être distribuée, parce qu'il y a aussi les enveloppes d'augmentation individuelle qu'on va voir juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on l'a vu avec nos 90%, ça concerne toutes les catégories de salariés, mais pratiquement tout le temps d'ailleurs, les catégories d'employés et d'ouvriers, très, très fréquemment les techniciens et les agents de maîtrise, et ça, un phénomène plutôt nouveau, aussi très fortement les cadres. Et ça correspond probablement au souhait de revaloriser le pouvoir d'achat de tout le monde et aussi le pouvoir d'achat des catégories de cadres. Et quand on regarde les enveloppes qui ont été distribuées, on voit que les enveloppes des employés sont globalement plus importantes que les enveloppes des cadres, mais deux phénomènes à ajouter à ce constat-là. Le premier, c'est que 2,4% pour un salaire d'employé, ça fera quand même globalement moins que 2,4% pour un salaire de cadre. Et ensuite, on va voir qu'il y a aussi la question des enveloppes d'augmentation individuelle qui sont attribuées en plus de cela. Donc, des enveloppes qui sont souvent négociées pour l'ensemble des collectifs, mais in fine, qui correspondent à des augmentations de salaire qui peuvent être plus fréquemment plus importantes pour les collectifs de cadres.
L'individualisation des rémunérations, même si elle a été impactée par la situation qu'on vit actuellement et par les augmentations collectives et générales plus importantes et distribuées plus largement à tous les salariés, elle continue d'exister, cette individualisation des rémunérations. D'abord, vous avez encore 2/3 des accords qui prévoient des mesures individuelles, donc 66% des accords avec des enveloppes individuelles. Et ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez que 90% des accords prévoient des enveloppes générales, vous voyez, il y a seulement 5% de ces accords qui ne prévoient que des enveloppes individuelles. Donc, on voit bien la présence très forte des augmentations collectives, des mesures collectives dans le contenu des accords. Alors, si on regarde la part des salariés qui sont concernés par les enveloppes individuelles, on voit que c'est un phénomène qui concerne tous les cas. Quand vous avez les augmentations individuelles, elles sont distribuées à elles concernent en tout cas à tous les collectifs cadres. Elles concernent un petit peu moins les employés ouvriers, mais on voit bien quand même que ça concerne très largement tous les salariés quand les enveloppes d'augmentation individuelle existent et que ce phénomène est aussi très présent dans les catégories employés ouvriers. Et quand on regarde après la part des accords qui intègrent des garanties d'attribution d'augmentation individuelle, c'est-à-dire quand une enveloppe est définie d'augmentation individuelle et que les salariés sont éligibles, parce qu'il y a ce phénomène d'être éligible, c'est-à-dire que votre manager définit que vous allez bénéficier d'une augmentation, on voit qu'il peut y avoir dans 17% des accords une garantie qui est donnée sur un certain niveau d'attribution. Et ça, c'est intéressant puisque c'est aussi une mesure qui va contribuer à préserver une partie du pouvoir d'achat, puisque bien sûr, ça dépend des enveloppes distribuées par rapport à l'inflation et puis du montant individuel qui sera finalement alloué à chacun des salariés. Et in fine, quand on regarde les enveloppes d'augmentation individuelle, quand elles sont distribuées, elles sont plutôt plus importantes dans les catégories de cadres avec 2,31% et 1,29% pour les catégories d'employés et d'ouvriers. Vous voyez qu'une fois encore, 2,30% des salaires les plus élevés, ça représente en euros qui tombent sur le compte en banque des travailleurs un nombre d'euros plus important que pour les employés et pour les ouvriers. Alors, il y a un autre phénomène qui existe depuis quelques années, qui a évolué avec la loi travail de cette année d'août 2022, c'est la prime de partage de la valeur qui est parfois négociée dans le cadre des négociations de ces accords. D'ailleurs, on le voit, 11% des accords intègrent directement dans la négociation ce dispositif, un dispositif qui, par ailleurs, peut être versé soit par décision unilatérale ou hors négociation sur les rémunérations. Le fait que 11% seulement des accords l'intègrent dans l'ensemble des mesures négociées ne sous-entend pas que ça n'est pas négocié ailleurs, même bien au contraire. Tous les salariés, dans les accords qu'on a pu aborder, tous les salariés étaient potentiellement bénéficiaires de dispositifs quand il a été négocié. Il y a toujours cette distinction entre les plus et les moins de 3 SMIC, notamment en lien avec les questions d'exonération de cotisations sociales, mais cette distinction n'exclut aucun salarié du dispositif d'attribution du prime de partage de la valeur. Par contre, on a des différences de montant. Des différences de montant entre les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure à 3 SMIC et ceux qui perçoivent une rémunération supérieure à 3 SMIC. Pourquoi ? Parce que c'est la limite à laquelle, au-delà de laquelle les primes ne sont plus exonérées de cotisations sociales. Donc, les entreprises ont compensé le fait que les salariés auraient des cotisations sociales à payer sur cette prime par des montants plus élevés pour justement créer une équité. Donc, il n'y aura pas, pour ceux qui ont des très fortes rémunérations, en fait, le versement de la prime de partage de la valeur reviendra à des niveaux équivalents de ceux qui ont des rémunérations moins importantes. C'est l'entreprise qui va finalement prendre en charge une partie de ces cotisations. Un petit rappel extrêmement important quand même dans ces contextes où on a tendance à exonérer un grand nombre d'éléments de rémunération, c'est que les cotisations sociales, ce n'est pas un coût pour les salariés, mais c'est ce qu'on appelle une rémunération différée. Ça va permettre de payer des services, notamment protection sociale, retraite, dont les salariés vont pouvoir bénéficier et accessoirement des services qui bénéficient très fortement aux salariés qui ont les niveaux de rémunération les plus bas. Alors, si on continue un petit peu à décortiquer notre panel d'accords, on voit qu'on a aussi un quart des accords qui prévoient des dispositions qui sont relatives à la question des déplacements professionnels.
Donc, un quart, 25% des accords qui ont intégré des mesures en lien avec la prise en charge des frais de transport. Alors, on voit que c'est une mesure qui est assez présente sur l'ensemble des trimestres, très forte. Plus forte en tout cas au deuxième trimestre et au premier trimestre, puisque ça correspond à toutes les questions des évolutions des prix de l'énergie, des évolutions qui avaient déjà commencé fin 2021, qu'on retrouve ici. Et au sein de ces accords, on a une répartition entre des mesures sur les indemnités kilométriques, des mesures sur les indemnités de transport individuelles, et des mesures sur la prise en charge de mobilité durable. 17% des accords qui offrent donc des garanties d'attribution, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, 22% des accords qui travaillent sur la question de la revalorisation des indemnités kilométriques, sachant que vous aviez déjà eu des revalorisations des indemnités kilométriques au niveau national qui avaient été prises en compte, et bien sûr tout un tas d'éléments en lien avec la mobilité durable qui se retrouvent assez fortement dans les accords. Mais attention, parce que souvent c'est plutôt présenté aussi comme des principes ou des futurs engagements à venir. Donc, il faudra être vigilant sur la bonne application des éléments qui sont mis en place dans ces accords. Par exemple, là, sur cette partie-là, c'était sur environ un gros tiers des accords qui étaient plutôt sur des principes que sur des mesures très concrètes en lien avec la mobilité durable. Un autre élément qui ressort aussi des accords, c'est la question de la déclaration. Évidemment, c'est un sujet d'ampleur. On l'a vu avec ce que nous expliquait Elsa et notamment les prix de l'alimentation. On voit aussi qu'il y a des prises de parole significatives qui sont posées sur les coûts de la restauration collective d'entreprise. Récemment, il y a eu aussi sur le coût de la restauration collective des écoles qui ont un impact direct sur nos finances. Ce qu'on a montré avec le chariot type sur les produits d'alimentation qui concernent tous les salariés, bien sûr, tous les travailleurs, mais qui vont impacter très fortement les plus bas salaires. Le coût de la restauration aussi qui va probablement augmenter dans les temps à venir. Donc, un quart des accords prévoit des éléments de revalorisation de la prise en charge de ces frais. Alors, la revalorisation des coûts de restauration des salariés, ça, c'est probablement un élément important puisqu'il contribue effectivement à maintenir le pouvoir d'achat des salariés, surtout dans un contexte d'inflation qui va durer. Puisque cette inflation, elle concerne très fortement les produits alimentaires et donc elle concerne très fortement tous les gens qui doivent se nourrir, c'est-à-dire aussi les plus bas salaires. Alors, il y a aussi tout un tas d'autres panels de mesures qui sont négociés dans les accords. Alors, des versements ou des revalorisations de primes qui existent déjà, des primes de suggestion, des primes d'astreinte, tout un tas de primes spécifiques aux entreprises qui sont revalorisées. Les revalorisations des minima, et on a aussi beaucoup de revalorisations de minima conventionnels. Sur les derniers mois, vous avez un grand nombre de conventions collectives qui ont revalorisé leurs minima. Donc, attention aux revalorisations des minima internes qui ne sont pas en fait simplement l'application de revalorisation de minima conventionnels. La mise en place d'épargne salariale ou les revalorisations d'abondement. Des questions aussi de recrutement, mais assez à la marge finalement, et aussi deux sujets, les congés exceptionnels, d'octroi de nouveaux jours de congés exceptionnels, et aussi des éléments en lien avec la question du conflit social. Il apparaît, et ça c'est quelque chose d'assez original, alors ça existait bien sûr par le passé, mais là c'est quand même assez fréquent finalement, qu'il y a eu des conflits sociaux dans les entreprises, des grèves, des débrayages, des mouvements de contestation, et qu'il y a eu des mesures pour réduire finalement l'impact de ces mouvements sur la rémunération des salariés, avec la prise en charge à différents niveaux. On a un peu de tout, des jours de grève ou des engagements de création de postes, mais qui sont bien en lien avec une sortie de conflit social. Donc, ce que nous apprend cette étude, globalement, si on essaie de synthétiser, c'est d'abord les mesures d'augmentation générale, elles reviennent au centre du jeu. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important puisque l'augmentation générale, c'est une mesure pérenne, même si les augmentations individuelles restent au cœur des politiques salariales. Il faut bien avoir conscience que le fait de ne pas avoir abandonné les dispositifs individuels, comme on l'a pu le voir dans les pages précédentes, c'est le signe que ce dispositif restera extrêmement important pour les entreprises et restera un dispositif mis en place dans les années à venir.
Attention portée au plus bas salaire avec des mesures dégressives et des mesures talons. C'est bien légitime puisque c'est eux qui sont le plus concernés par les questions d'inflation aujourd'hui. Et c'est le travail et la revalorisation de ces salaires-là sur lequel il faut porter au moins une partie des efforts, voire la plus large partie des efforts. Et tout un tas d'autres objets de négociation qui sont mis en place avec les primes, revalorisation de primes en lien avec le travail, des congés, mais aussi des engagements en termes d'embauche ou de négociation d'accords d'intéressement. Voilà. L'idée étant voilà, que la diversité des sujets abordés peut contribuer à maintenir à minima le pouvoir d'achat, mais aussi probablement à essayer de le faire progresser si tant est que ce soit possible. Alors, il y a aussi plein de questions qui se posent autour du process de négociation sur lesquelles il faut réfléchir, sur les dates d'ouverture et les dates d'application des mesures, les questions des clauses de revoyure, puisque quand on a une inflation aussi forte sur l'année, peut-être qu'il faut envisager justement des clauses de revoyure pour revenir, si on a négocié 3% en début d'année 2022, on se rend bien compte en fin d'année 2022 qu'on est loin du compte au regard de l'inflation, et puis des clauses de suivi des différents objets qui sont mis en place dans ces accords pour vérifier qu'elles soient correctement mises en place dans les entreprises. Je pense notamment aux engagements sur la mobilité durable. Voilà, typiquement, pour pas que ça reste de simples paroles, avoir un suivi des dispositifs des accords. Alors, justement, tout ça, ça nous a permis de poser sur la table quelques conseils et des points de repère qui nous semblent importants pour bien mener les négociations. La première, c'est la question du calendrier. Là, on le voit avec cette inflation aussi forte et qui va perdurer dans les temps à venir. Il y a des décalages qui se créent entre la négociation et les niveaux d'inflation, le coût de la vie. Donc, la date des négociations, même si ce n'est pas facile de la modifier, on sait qu'il y a plein d'éléments extérieurs qui sont imprévisibles, on l'a vu, mais peut-être qu'on peut essayer de la recaler en lien avec des choses concrètes comme les prévisions ou les résultats de l'entreprise, comme des données significatives sur le fonctionnement de l'entreprise ou sur le fonctionnement de l'économie, pour essayer justement de mieux la faire caler et de la rendre la plus pertinente vis-à-vis de la situation. L'enjeu, c'est bien d'atténuer les effets de l'inflation. Donc, prévoir de la rétroactivité, par exemple, c'est une façon justement de travailler sur le calendrier en lien avec les négociations. Par exemple, une application au 1er janvier de l'année, tous les mois passés sont valorisés. Donc, ça, c'est une bonne chose. Une application à une autre date passée, c'est toujours ça de prix dans la négociation. Donc, ça aussi, c'est un point positif, plutôt que la négociation le mois suivant de la signature de l'accord. Et puis, une application à date de signature, il n'y a pas de rétroactivité et les mois passés, ils ne seront pas compensés de l'inflation. Puisque l'inflation, c'est un élément qui est globalement difficile à prévoir, l'enjeu, c'est peut-être de pouvoir revenir à la table de négociation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les accords avec les clauses de revoyure. Avant, on n'avait pas trop ça, donc on attendait l'année suivante pour revenir à la table de négo. Peut-être qu'on peut prévoir ce type de clause dans des contextes qui évoluent, notamment la question de l'inflation. Donc, la clause de revoyure, c'est bien pour atténuer aussi les effets de l'inflation. Si l'inflation atteint, par exemple, quelques illustrations, si l'inflation atteint X%, reprenons la donnée d'Elsa, 6%, les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir la négociation. Ça, c'est déjà une première date. Ou alors, si elle atteint 6%, la direction reconvoquera les partenaires sociaux. Si, on peut pousser aussi en disant que si l'inflation atteint nos 6%, les salaires de base seront à nouveau augmentés de 6%. Alors là, c'est l'idéal, mais on peut aussi imaginer quelque chose de compromis. Si l'inflation atteint 6%, les salaires seront automatiquement revalorisés de 3%. Voyez, vous avez des clauses de revoyure du contenu de l'accord qui sont intéressantes parce qu'elles vont permettre d'intégrer des aléas à venir. Prioriser les augmentations de salaire. Oui, les augmentations de salaire, c'est à notre sens vraiment l'élément principal sur lequel il faut concentrer son attention. Depuis des années, les directions nous expliquent qu'il n'y a pas d'inflation, donc il n'y a pas de raison de revaloriser fortement les salaires. Les directions privilégient la rémunération des actionnaires au détriment de celle des salariés en nous expliquant que ceux qui prennent des risques, c'est les actionnaires, mais en fait, ceux qui prennent des risques, ceux qui sont tous les jours sur leur lieu de travail et qui prennent le risque de s'y blesser, de
de devoir dégrader leur santé et qui prennent le risque d'avoir aussi contracté des emprunts pour leur maison, pour les études de leurs enfants. Donc, vous voyez, il y a quand même un décalage sur la notion de risque. Et là, aujourd'hui, le contexte change, mais malheureusement, le discours, il est en train de varier aussi. Il nous explique que c'est compliqué, il y a de l'inflation, que ça va faire augmenter les prix des matières premières, que si on augmente les salaires, ça va être compliqué, ça va réduire les marges. Non. Il faut revenir un petit peu, en tant que délégué syndical, sur des discours structurants, reprendre les verbatims des négociations précédentes pour leur rappeler pourquoi les années précédentes, vous aviez eu de faibles augmentations, insister sur l'enjeu de maintenir le pouvoir d'achat de façon pérenne. L'augmentation de salaire de base, c'est une augmentation pérenne, contrairement à la prime qui n'a aucune garantie sur les années suivantes. Privilégier les bas salaires qui sont ceux qui sont le plus directement concernés par l'inflation. Par exemple, des mesures planchers ou des mesures dégressives qui permettent de rester dans le même niveau d'enveloppe. Et voilà, ne pas tomber dans l'illusion de la prime de partage de la valeur qui garantit le pouvoir d'achat. Ça va le maintenir une année, mais vous n'avez aucune garantie sur les années suivantes. Et accessoirement, les années suivantes, vous devrez renégocier l'augmentation de salaire en intégrant l'inflation 2022 et l'inflation 2023 qui va continuer. Donc, les primes ponctuelles, que ce soit PPV, prime de partage de la valeur ou autres, elles ne doivent pas substituer aux augmentations de salaire. Il s'agit bien d'augmenter le pouvoir d'achat avec ces primes. Ça, OK, pourquoi pas dans le discours, mais ça vient s'ajouter à la rémunération habituelle du salarié. Elle ne peut pas, il ne doit pas se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes qui sont prévues par d'autres formes d'accords dans l'entreprise ou le contrat de travail ou d'autres usages en vigueur dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Vous n'avez aucune garantie pour les années suivantes. Il faudra renégocier en 2023, si vous misez tout sur les primes, notamment la PVV, il faudra renégocier avec 2 ans d'inflation, donc ça demandera des fortes augmentations de salaire pour compenser. Ça ne se compense pas au remplacement des augmentations, ça je l'ai dit. Et en plus, elle a un impact un peu pervers, c'est qu'elle a un effet psychologique qui fait que quand vous allez obtenir des primes PPV importantes, ça va rendre plus complexe pour vous, négociateurs, de demander des augmentations de salaire de base et pour les salariés de vous soutenir et de vous accompagner dans ces demandes-là. Donc, vous voyez, il y a aussi un effet important à prendre en considération. Si la direction arrive en vous disant on vous file une grosse prime de partage de la valeur, soyez content et ne demandez pas de salaire, ce fait-là, ce simple fait de donner une prime importante va réduire vos capacités de négociation, alors que l'enjeu, il est bien de travailler sur des mesures pérennes qui prendront en considération l'inflation et qui ne rendront pas plus complexe encore la négociation l'année suivante. Et puis, on peut aussi élargir la base de négociation. On n'est pas obligé de se concentrer uniquement sur le salaire de base, surtout dans les entreprises où ça peut être difficile parce que l'employeur met en avant des faibles marges ou des résultats négatifs, par exemple. Il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte. L'épargne salariale, bien sûr, mais les primes transport, c'est important, surtout si vous avez une entreprise où les salariés sont plutôt éloignés, ils doivent prendre leur voiture pour se déplacer, les chèques déjeuner, l'attribution de chèques emploi à service universel, la protection sociale complémentaire, sur laquelle on peut travailler pour la revaloriser, l'aide aux mobilités douces, la participation aux charges du télétravail, puisqu'on a aussi beaucoup de salariés en télétravail qui prennent en charge, et donc l'employeur a délégué sur eux le coût du travail à travers l'électricité, l'abonnement Internet, etc. Donc, on peut définir des mesures en lien avec la mise en place du télétravail. Le pouvoir d'achat, un petit rappel quand même, c'est le pouvoir d'achat d'un revenu, c'est la capacité que vous avez d'acheter des biens et des services en fonction de votre revenu. Donc, si on vous allège vos consommations à côté, ça va contribuer à augmenter votre capacité à acheter d'autres biens et d'autres services. Alors, si on s'intéresse particulièrement sur la question du transport, le coût des déplacements, on peut par exemple adopter de nouvelles pratiques pour éviter les déplacements, donc réorganiser le travail pour éviter les déplacements des salariés, inciter à prendre les transports en commun en travaillant sur des mesures incitatives, notamment financières, favoriser les mobilités actives et durables, promouvoir les mobilités partagées, le covoiturage, tous ces éléments-là, la mise en place de bus. Là, j'ai une illustration d'une entreprise qui est en train de réfléchir à remettre en place des petits bus pour que ces salariés puissent venir sur le lieu de travail. Voilà, travailler sur des déplacements moins polluants, parce que je rappelle aussi derrière tous les enjeux écologiques qui accompagnent le propos qu'on est en train de tenir. Et ça, c'est des mesures qui ont quand même un coût assez limité pour l'entreprise et qui peuvent avoir un impact intéressant pour les salariés.
À côté de ça, on a la question de la restauration, les tickets resto, les frais de repas, la prise en charge de la restauration d'entreprise, les primes paniers. Tout ça, c'est des éléments qui sont en partie à la charge des salariés. L'employeur ne paye pas tout. Donc, on peut travailler sur la revalorisation de ces éléments-là. Attention à augmenter les montants et la part, notamment pour les tickets restaurants. Si la valeur augmente, il faut que le pourcentage de prise en charge par l'employeur suive. Sinon, l'augmentation de la valeur, elle sera prise en partie par le salarié. Donc, on aura l'impression d'une augmentation importante du ticket resto, mais en fait, une partie de cette augmentation sera à la charge du salarié. Donc, bien travailler sur les deux mesures. Et ensuite, il faut se poser, et à un moment, quand on va rentrer en négociation, il faut construire ce qu'on appelle le cahier revendicatif. Qu'est-ce qu'on veut demander à l'employeur? Quelles sont nos priorités? Et il faut les chiffrer. Alors, des choix à faire, quelles sont les revendications les plus importantes? Faites une liste, posez sur un papier toutes les revendications qui vous semblent importantes. Ensuite, établissez leurs priorités. C'est quoi la plus importante? C'est quoi la moins importante? Y en a-t-il des essentiels? Ça veut dire aussi qu'il faut travailler avec la base, il faut aller rencontrer les salariés, échanger avec eux pour entendre ce qu'ils en pensent. Et identifier les marges de manœuvre dans la négociation, construire à ce que là, qu'est-ce qu'on va demander, mais jusqu'où on est prêt à descendre dans une négociation. Et bien sûr, derrière, il faut chiffrer tout ça. Il faut être capable de comprendre ce que ça va coûter à l'employeur, comparer les écarts d'enveloppe entre vos propositions et celles que la direction va pouvoir vous faire, et rapporter ça à des indicateurs de gestion d'entreprise, à la masse salariale, le chiffre d'affaires, les résultats, la distribution des dividendes, dans l'importance d'avoir des chiffres un peu économiques pour derrière avoir cet échange et cette négociation avec l'employeur. Identifier ce que ça coûte réellement pour l'employeur. Il y a des mesures qui ne coûtent vraiment pas grand-chose et qui peuvent être intéressantes. Il y a des mesures qui semblent importantes en termes de coûts, mais qui concernent très peu de salariés, par exemple. Et donc, finalement, le coût va être très faible pour l'employeur. Définir des positions minimales acceptables pour chacune de vos revendications. C'est un peu le point sur lequel vous êtes prêt à descendre au mini pour justement faciliter aussi le travail des négociateurs qui ont un travail assez ardu à mener en négociation. Donc, en synthèse, listez vos revendications, évaluez-les en termes de pertinence, en termes d'intérêt pour les salariés, chiffrez-les pour gagner crédibilité aussi vis-à-vis de votre employeur en termes de négociateur et justifiez vos demandes auprès des employeurs tout en haut, dans leur petite tour d'ivoire, et des salariés sur le terrain pour justement gagner cette crédibilité qui vous permettra de vous poser en négociateur légitime. Établir un rapport de force, mener une négociation, c'est aussi établir un rapport de force pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous avez donc besoin d'une information de qualité. Il faut être clair et ferme sur les informations et les éléments dont vous avez besoin. Il faut appuyer vos revendications sur des choses concrètes. Donc vous allez avoir tout un tas d'informations dans le cadre du fonctionnement du CSE, notamment, qui va vous permettre de construire vos revendications et votre discours. Mettez la direction face à ces obligations de loyauté. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans le cadre d'une négociation. Une négociation qui se déroule en une ou deux réunions, c'est franchement pas loyal. On n'a pas le temps de débattre, on n'a pas le temps de négocier, on n'a pas le temps de faire des contre-propositions. Associer les salariés tout au long de la négociation. C'est eux la base, c'est de eux que doit aussi remonter une partie de la réflexion. Ils ont tout à fait conscience de leurs problématiques, recueillir leurs besoins, communiquer sur le déroulé de la négociation pour leur donner de la visibilité sur ce qui se passe, expliquer les attendus et les enjeux, faites un état des lieux, des blocages éventuels avec la direction pour qu'ils puissent éventuellement vous soutenir si vous décidez de mettre en place des actions. Articuler tout ça avec le fonctionnement du CSE. L'information-consultation, les 3 temps d'information-consultation que vous avez dans l'année sont des temps extrêmement importants pour l'année collecter de l'information, collecter de l'analyse qui vont servir les négociateurs dans la construction notamment de leurs revendications. Et plus c'est récent, plus c'est mobilisable dans l'argumentation. Et puis ensuite, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre expert pour vous accompagner dans le cadre de cette négociation-là, pour vous aider à contextualiser, pour vous aider à chiffrer, pour vous aider à construire votre cahier revendicatif et les arguments qui vont l'accompagner pour mener au mieux possible ces négociations. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on a été clair et suffisamment précis et utile dans nos discussions. Hop, je vais arrêter le partage avec vous pour revenir en plein écran. Et puis, il nous reste quelques minutes. On va donc prendre quelques questions-réponses qui pourraient rester. Alors, au niveau…
des questions réponses. Alors oui, moi juste j'en vois une qui concernait peut-être ma partie. Voilà, c'était pour bien redire comment était calculé ce chiffre de 6%, parce qu'on me disait comment est-ce que c'est possible? C'est Alexandre. Comment peut-on avoir une inflation à 6% au global national si l'alimentaire est autour de 15% et le carburant autour de 40%? En fait, donc les 6%, c'est une moyenne. Ce qu'il est important de voir, c'est que donc l'INSEE, elle va regarder un panier moyen de consommation. On consomme X pourcentage dans notre foyer, mettons 7% d'alimentaire. Donc, ça augmente de 10%. Mais en contrepartie, tout ce qui est produits manufacturés, donc je ne sais pas, des vêtements, etc., ça, on est quand même sur des niveaux en général de baisse des prix ou d'augmentation, pas du tout dans les mêmes niveaux. Hein. Léna répondait, elle avait regardé sur les produits manufacturés, on a une augmentation seulement de 4% et sur le prix des services seulement de 3%. Donc, c'est une moyenne de tout ça, les 6%. Mais là où c'est important pour vous, c'est de voir que justement, les paniers, après l'INSEE va distinguer des paniers différents. Hein. Ça, vous pouvez aller sur le site de l'INSEE où on peut vous les trouver. Selon les catégories socio-professionnelles, on va dépenser, mettons, des cadres supérieurs, ils vont dépenser que 7% de leurs revenus sur l'alimentaire, puisqu'ils ont des hauts revenus. Des ménages ouvriers, ils vont, eux, dépenser 15%. Donc, du coup, si on recalcule à l'échelle d'un ménage ouvrier, ça ne sera pas 6% d'inflation, ça va être, mettons, 10%, puisque eux, ils ont des postes beaucoup plus importants pour ce qui augmente. Et là, ce qui augmente, c'est l'énergie et l'alimentation, donc des revenus, des dépenses contraintes. Ce n'est pas les loisirs qui augmentent, ce n'est pas les voyages. Enfin, les voyages, ça augmente, mais voilà, ce qui augmente énormément, c'est vraiment des dépenses que tout le monde fait. Et donc, les paniers les plus sensibles sont les paniers des gens qui ont les revenus les moins importants. Alors, partagez aussi avec vous une question de Lucie. Comment argumenter pour pousser vers une augmentation générale plutôt qu'une enveloppe répartie au mérite? Alors là, il y a plusieurs arguments qui peuvent justifier cette demande d'augmentation générale. Bien sûr, d'abord, le taux d'inflation qui est extrêmement important et qui est durable. Vous pourrez d'ailleurs reprendre les slides Syndex pour vous appuyer dans cette argumentation-là. Et donc, ça crée automatiquement la nécessité de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Là, vous l'avez vu dans la présentation, mais le salaire moyen de base en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, il diminue. Et enfin, il ne faut pas oublier que les salariés, ils ont déjà payé un fort tribut lors de la crise sanitaire, avec de la perte de pouvoir d'achat, déjà à cette époque-là, en lien avec tout un tas de dispositifs d'activité partielle qui ont été mis en place ou l'activité partielle de longue durée, la baisse de certaines primes, l'intéressement, les participations, aussi une forte dégradation de certaines conditions de travail, parce qu'il a fallu travailler dans des conditions assez compliquées pour certains d'entre nous. Et voilà, tout un tas d'éléments qui prônent pour une augmentation générale avec l'idée que c'est collectivement aussi que les salariés ont œuvré et ont œuvré au fonctionnement de l'entreprise. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Je rappelle, vous retrouverez ce support de présentation et cette vidéo sur le site syndex.fr dans quelques jours. Vous pouvez aussi aller répondre à l'enquête sur syndex.fr. Là, on a besoin de vous justement pour pouvoir être le plus complet possible dans nos analyses et aider le plus de représentants du personnel et donc de facto de salariés derrière dans notre travail au quotidien. Donc, allez-y, répondez à cette enquête. On se retrouvera aussi le 12 janvier pour un nouveau webinaire avec Miroir Social. Et je conclurai avec un grand merci pour Elsa, Christelle et Léna qui nous ont accompagnés et qui ont répondu à plein de questions dans le chat. Un grand merci à vous d'être venus nous écouter. Et un dernier mot de la fin pour Elsa. Et merci. Et peut-être juste aussi, si vous voulez venir nous rencontrer, il y a le 25 novembre, la matinée, à Syndex sur ce thème-là. Parce que c'est vrai que là, c'est peut-être un peu frustrant. Je vois encore beaucoup de questions ouvertes. Et voilà, du coup, le 25 novembre, si vous voulez venir dans nos bureaux pour ceux qui sont en région parisienne, dans le 18e, voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on vous rencontrera. En live. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous et bon courage dans vos négociations. Au revoir.